Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau massif et extrêmement complexe de l'histoire du XXe siècle, la décolonisation de l'Indochine. Mais juste avant de plonger là-dedans, une précision importante. Cette explication est rendue possible grâce à la documentation et à l'ingéniosité de M. Guisset, professeur au lycée Djignabo de Ziguinchor et technopédagogue. C'est parti! Première partie, les racines du nationalisme. Regardons un peu comment le terrain a été préparé pour la rébellion. On remonte en 1896. À l'époque, la France rassemble ses conquêtes et crée l'Union indo-chinoise. C'est un immense bloc qui regroupe le Cambodge, le Laos et les trois grandes régions du Vietnam actuel, le Tonkin au nord, l'Annam au centre et la Cochinchine au sud. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. L'exploitation coloniale tourne à plein régime et la population locale est maintenue dans une misère vraiment profonde. Et ça, forcément, ça finit par faire des étincelles. C'est exactement ce climat de profonde injustice qui pousse un certain Ho Chi Minh à passer à l'action. En février 1930, il fonde le fameux parti communiste indo-chinois, le PCI. Le mouvement de résistance vient de naître. Deuxième point, et c'est vraiment l'élément déclencheur, la Seconde Guerre mondiale. C'est ce chaos mondial qui va tout faire basculer sur place. Les choses s'accélèrent de manière incroyable. En 1941, profitant que la France est affaiblie par la guerre en Europe, le Japon débarque et occupe l'Indochine. Face à cette nouvelle menace, le PCI crée immédiatement le Viet Minh pour s'organiser et résister. Et puis arrive le coup de grâce de mars 1945, les Japonais balaient littéralement ce qu'il reste de l'administration française. Ça crée un vide politique colossal. Ho Chi Minh, qui a un sens du timing parfait, saute sur l'occasion. Dès la capitulation japonaise en septembre 1945, il proclame officiellement l'indépendance de la République démocratique du Vietnam à Hanoï. Troisième partie, le retour de la France. Car oui, la France, tout juste libérée à domicile, n'a pas du tout l'intention de faire une croix sur son empire asiatique. Et là, la diplomatie se désintègre à une vitesse folle. Les tensions accumulées explosent en deux étapes dramatiques à la fin de l'année 1946. Étape 1. Le 23 novembre, le colonel français Debès fait bombarder le port de Haiphong. Le bilan humain est effroyable, on parle d'entre 6 000 et 20 000 morts. Étape 2. La riposte est immédiate. Le 19 décembre, les milices du général vietnamien Giap passent à l'attaque dans les quartiers européens de Hanoï, faisant environ 200 morts. C'est le point de non-retour. L'étincelle a mis le feu aux poudres. Ce qui nous amène à notre quatrième point, la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, un conflit de type guérilla qui va très vite changer d'échelle. À partir de 1949, on plonge en pleine guerre froide et le conflit s'internationalise. La France se retrouve soutenue financièrement par les États-Unis, tandis que le Viet Minh reçoit des armes de l'URSS et de la Chine. Mais pour bien comprendre comment tout cela s'est terminé, il faut retenir un chiffre terrifiant. 15 000. C'est le nombre impressionnant de prisonniers français capturés lors de la fameuse et ultime défaite de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Sur ces 15 000 hommes, à peine 3 000 reviendront vivants. C'est un désastre militaire total qui accule la France au mur, l'obligeant à capituler et à s'asseoir à la table des négociations. Cinquième et dernière partie, les accords de Genève de 1954. Les armes se taisent et on sort enfin les cartes diplomatiques. En juillet 1954, ces fameux accords sont signés. Le Cambodge et le Laos obtiennent leur indépendance sans trop de heurts. Mais pour le Vietnam, c'est infiniment plus complexe. On décide de couper le pays en deux, pile au niveau du 17e parallèle. Au nord, on a une nation des envers indépendante, tenue par Ho Chi Minh. Au sud, le territoire reste d'abord sous l'autorité de Bao Dai, très vite balayé par Ngo Dinh Diem. Le plan des accords de Genève était pourtant assez simple sur le papier. On gèle la situation et on organise un grand référendum en 1956 pour réunifier le pays de manière pacifique. Mais voilà la question à $1 million. Que se passe-t-il quand le Sud, largement soutenu par les États-Unis, refuse tout simplement de participer à ce fameux référendum? Eh bien la réponse est tragique. Face à ce mur politique, le Nord refuse de laisser tomber et décide d'envahir le Sud. Et c'est ainsi qu'à peine la guerre d'Indochine terminée, les jalons d'un nouveau cauchemar, la guerre du Vietnam, étaient posés. De quoi se demander, est-ce qu'une simple ligne artificielle tracée sur une carte lors d'un traité de paix était en fait la garantie parfaite pour embraser le monde entier pendant la décennie suivante? C'est sur cette réflexion que s'achève notre explication. L'histoire, vous l'avez compris, ne faisait que commencer.